Les nazis n'ont jamais découvert qu'un boxeur cachait des juifs dans les sous-sols de Berlin. Johann Trollmann. Le 8 juin 1933 à 21h47, au Berliner Sportpalast, Berlin, Allemagne. Johann Trollmann monte sur le ring pour disputer le championnat allemand des poids moyens. Il a 26 ans, mesure 1,78 m et pèse 72 kg de muscles et de vitesse pure. Le stade est plein à craquer, avec 12 000 spectateurs. Mais la moitié hurle debout, non pas en soutien, mais dans une haine absolue. Ziegeneros. Dehors les tziganes. Schmutziger Ziegener. Tzigane sale. Trollmann ignore les cris, parce qu'il a entendu pire toute sa vie. Il est Romani, ce que les Allemands appellent Tzigane. Dans l'Allemagne de 1933, être Romani signifie être sous-humain. Les nazis viennent de prendre le pouvoir il y a 4 mois. Les lois raciales commencent, et les Roms, comme les Juifs, sont déjà désignés pour l'extermination. Mais, ce soir, Johann Trollmann a l'occasion de prouver quelque chose de fondamental. Qu'un tzigane peut être champion d'Allemagne. Son adversaire est Adolf Witt, l'arien parfait, cheveux blonds, yeux bleus, favori des nazis. Le résultat devrait être évident selon l'idéologie raciale nazie. L'arien supérieur devrait écraser le tzigane inférieur. Ce qui se passe durant les 12 rounds suivants choque tout le monde. Trollmann ne se contente pas de gagner, il domine totalement. Son style est unique. Il danse, il esquive. Il se déplace comme un danseur de ballet, tout en frappant avec une précision chirurgicale. Witt n'arrive presque jamais à le toucher. Au 12e round, Witt saigne de 3 entailles au visage, épuisé, entièrement vaincu. L'arbitre lève le bras de Trollmann, nouveau champion d'Allemagne des poids moyens, un tzigane dans l'Allemagne nazie. Le stade explose. Une moitié exulte, l'autre hue. Dans la loge VIP, les officiers nazis se regardent avec une fureur à peine contenue. C'est inacceptable. Cela détruit leur récit racial. 8 jours plus tard, la Fédération allemande de boxe, désormais contrôlée par les nazis, retire le titre à Trollmann. Motif officiel. Style de boxe non germanique et comportement antisportif. La vraie raison. Il est tzigane. Ce que les nazis ne savent pas, ce qu'ils ne découvriront jamais pendant les 11 années suivantes, c'est que Johann Trollmann, le boxeur romani qui a humilié leur idéologie raciale, est sur le point de devenir quelque chose de plus dangereux qu'un champion. Il est sur le point de devenir un sauveteur, utilisant sa notoriété, ses liens avec le milieu berlinois et sa connaissance de chaque ruelle et de chaque cave de la ville, pour cacher des dizaines de juifs et de roms au cœur même de la capitale nazie. Voici l'histoire d'un boxeur romani qui a utilisé ses poings pour gagner des titres et son courage pour sauver des vies. Chapitre 1. Le danseur du ring. Johann Trollmann naît le 27 décembre 1907 à Wilsch, un petit village près de Hanovre, dans une famille romani appartenant à la communauté Sinti, installée en Allemagne depuis des siècles. Son père, Johannes, est rémouleur itinérant, tandis que sa mère, Minna, vend des paniers tressés à la main. Les Sinti sont traditionnellement nomades. Mais la famille Trollmann s'est semi-sédentarisée. Caravane l'été, chambre louée l'hiver. Ils sont 6 frères et sœurs. Johann est le 4e. Il grandit dans la pauvreté, mais pas dans la misère. Il y a de l'amour, de la musique, et la culture romanie riche en récits et en traditions. Mais il y a aussi la haine, constante. Les Allemands appellent les Roms Ziegener, un mot péjoratif qui évoque pour eux des tziganes, des voleurs, des sales. Les enfants roms sont harcelés à l'école, les familles roms expulsées des villages, et la discrimination est considérée comme normale,
bien avant l'arrivée des nazis. Johann apprend donc à se battre très jeune. Il le doit. Des garçons allemands l'attaquent après l'école en hurlant « Tzigane sale » à 3 contre 1 ou 4 contre 1. Johann développe un instinct de survie essentiel. Bouger vite, frapper fort, ne jamais rester immobile. À 14 ans, il quitte l'école et travaille avec son père. Affûtage de couteaux, petit boulot. Mais le soir, il va au gymnase de boxe local à Hanovre, un sous-sol humide et mal éclairé où les ouvriers s'entraînent après l'usine. L'entraîneur, Gustav, remarque Johann immédiatement. « Le gamin tzigane bouge autrement », dit-il à un autre coach. Il ne boxe pas comme un boxeur, il combat comme un danseur. L'observation est juste. Johann a grandi dans une culture où la danse est centrale. Fluidité, rythme, grâce. Il apporte tout cela sur le ring. Au lieu de la posture raide de la boxe allemande, traditionnelle, Johann danse littéralement. Il tourne en cercle, esquive avec des mouvements de hanche et envoie des enchaînements depuis des angles impossibles. Gustav décide de l'entraîner sérieusement. Oublie que tu es tzigane quand tu montes sur le ring. Là, tu n'es qu'un boxeur. Mais Johann n'oublie jamais et ne peut pas. Avant chaque combat, les arbitres vérifient ses papiers. Origine ? Sinti. Viennent alors les regards de dégoût, les remarques murmurées, les insultes raciales criées depuis les gradins. Sans cesse. Son premier combat professionnel a lieu le 15 mars 1929. Il a 21 ans, combat en welters. Son adversaire est Klaus Richter, un Allemand ouvrier d'usine. Richter arrive confiant. Il va donner une leçon aux Tziganes. Le combat dure 3 rounds. Trollmann le fait tourner en bourrique, le frappe depuis des angles que Richter ne voit jamais venir, jusqu'au TKO. La foule est partagée. Certains admirent le talent, d'autres sont furieux. Triche, chance tzigane, magie noire. Pourtant, les résultats parlent. Durant les 4 années suivantes, Trollmann affiche un palmarès impressionnant de 29 victoires, 5 défaites et 3 nuls. Plus important encore, son style. Les journaux commencent à l'appeler Roukeli, surnom romani signifiant « petit arbre ». On le surnomme aussi le danseur du ring. Les critiques sont divisées. Certains voient un innovateur, d'autres dénoncent un style non germanique. La boxe allemande traditionnelle valorise la puissance, l'agressivité frontale, la domination physique. Le style de Trollmann est l'inverse. Esquive, vitesse, précision. Ce n'est pas de la boxe allemande, écrit un critique en 1932. C'est autre chose. Peut-être quelque chose de tzigane. Efficace, oui. Acceptable? Discutable. En janvier 1933, les nazis prennent le pouvoir. Adolf Hitler devient chancelier. La transformation s'accélère. Loi raciale. Boycott contre les commerces juifs. Propagande antisémite et anti-tzigane. Pour les Roms, la menace est limpide. Les nazis considèrent les tziganes et les juifs comme également inférieurs. Sang étranger et parasites raciaux. La rhétorique est presque identique. Des amis préviennent Trollmann. « Johann, arrête la boxe. Tu es trop visible. Les nazis te regardent. » Il refuse. « Si j'arrête, ils prouvent leur point, que les tziganes sont inférieurs. Je ne leur donnerai pas cette satisfaction. » En juin 1933, il gagne le droit de disputer le championnat national des poids moyens. Son adversaire s'appelle Adolf Witt, un nom presque comique tant il est symbolique. Adolf, comme le Führer. Chapitre 2. L'humiliation du champion. Le combat du 8 juin 1933 est bien plus qu'un événement sportif. C'est une preuve raciale, du moins dans l'esprit nazi,
Witt, l'arien parfait, doit détruire le Tzigane, sous-humain, et sa victoire doit confirmer la supériorité arienne. Sauf que Trollman détruit Witt. Pendant 12 rounds, Trollman donne une leçon magistrale. Il bouge sans cesse, laisse passer les coups de Witt à quelques centimètres, puis réplique avec des combinaisons nettes. Witt, boxeur classique, ne s'adapte pas. Chaque fois qu'il frappe, Trollman n'est déjà plus là. Chaque fois qu'il baisse la garde, Trollman le touche 3 fois. Au 7e round, le visage de Witt n'est plus qu'un masque de sang. Au 10e, ses jambes tremblent. Au 12e, seule la cloche le sauve du KO. L'arbitre n'a pas le choix. Victoire de Trollman à l'unanimité. Nouveau champion d'Allemagne. Dans la loge FIP, les officiers nazis sont livides. C'est un désastre de propagande. Un Tzigane champion contredit tout leur discours sur l'infériorité raciale. La célébration de Trollman dure exactement 8 jours. Le 16 juin 1933, la Fédération allemande de boxe, sous contrôle nazi, convoque une réunion d'urgence. Décision. Le titre de Trollman est annulé. Motif officiel. Boxe antisportive et style non germanique, ne représentant pas les valeurs allemandes. Trollman proteste. « J'ai gagné proprement, selon toutes les règles. » « Les règles ont changé, lui répond-on. La boxe allemande doit refléter des valeurs allemandes. Ton style est étranger. Mais la fédération propose un compromis. Trollman pourra récupérer son titre s'il combat à nouveau contre Gustav Eder, boxeur arien de Munich. Cette fois, Trollman devra boxer comme il faut. À l'allemande. Pas de danse, pas d'esquive. Posture carrée, échanges frontaux. Le combat est fixé au 21 juillet 1933, 6 semaines plus tard. Trollman est face à un choix impossible. Refuser, c'est la fin de sa carrière. Accepter, c'est s'humilier et renier son identité. Il accepte, mais à sa manière. Le soir du 21 juillet, il entre sur le ring et choque tout le monde. Il s'éteint les cheveux noirs en blond platine et s'est poudré la peau avec de la farine blanche. Il ressemble à un clown grotesque, une caricature d'arien. Le message est clair. Vous voulez un arien? Le voilà. La foule hue violemment. Les nazis fulminent. Mais le combat commence. Trollman boxe exactement comme on l'a exigé. Pas de danse, pas d'esquive. Posture allemande traditionnelle, échange direct. Le style germanique que les nazis réclament. Et il perd, brutalement. Il est frappé sans pitié jusqu'au KO au 5e round. Après le combat, couvert de sang et de farine, Trollman dit aux journalistes « J'ai boxé comme un Allemand, comme on me l'a ordonné. Vous êtes satisfait ?» Personne ne répond. Sa carrière professionnelle s'achève pratiquement cette nuit-là. Aucun promoteur ne veut plus de lui. Trop controversé, trop problématique. Les nazis ont gagné. Mais Trollman ne disparaît pas. Il doit nourrir sa famille. Il fait donc la seule chose possible. Des combats illégaux. Le Berlin clandestin des années 1930 abrite un réseau immense de combats souterrains, organisés dans des caves, des entrepôts abandonnés, des clubs nocturnes après la fermeture. Pas de règles, pas d'arbitre, des combats jusqu'à ce que l'un ne puisse plus continuer, des paris massifs, et une foule faite de criminels, prostituées, étrangers, et tous ceux qui vivent hors de la portée nazie. Trollman devient une star de ce circuit, se battant 2 à 3 fois par semaine, gagnant assez pour vivre. Et dans ce monde, il rencontre des gens qui vont changer sa vie. Des juifs cachés, d'autres roms en fuite et des résistants. Traduction en français, partie 2 sur 2, fin. Chapitre 3. Les sous-sols de Berlin. En 1935,
la vie des Juifs et des Roms en Allemagne devient totalement insoutenable. Les lois de Nuremberg, promulguées en septembre 1935, dépouillent officiellement Juifs et Tziganes de la citoyenneté allemande. Ils ne sont plus allemands. Ils deviennent des étrangers sur leur propre terre. Les mariages entre Allemands et Juifs sont interdits, tout comme entre Allemands et Tziganes. Les emplois sont restreints, les commerces confisqués, l'accès à l'éducation limité. Chaque mois apporte sa nouvelle restriction, sa nouvelle humiliation. Certains peuvent émigrer s'ils ont de l'argent, des contacts, des visas. Mais la majorité n'a rien de tout cela. Ils sont prisonniers. Trollmann rencontre Rachel Goldstein lors d'un combat clandestin en mars 1936. Elle est là avec son frère David, tous deux juifs berlinois. Leur famille possédait une boutique de tissus à Prenzlauer Berg, confisquée par les nazis en janvier. Depuis, ils survivent grâce à des économies qui fondent à vue d'œil. David parie sur Trollmann ce soir-là et gagne. Après le combat, il vient le féliciter. « Rukeli, tu es une légende. Tout le monde connaît ton histoire et ce que les nazis t'ont fait. » Trollmann hausse les épaules. « Je survis, comme tout le monde. »« Tu as besoin d'un endroit pour t'entraîner ?» dit David. « On a une petite cave, discrète. Tu peux l'utiliser gratuitement. » Trollmann accepte. La cave se trouve dans un immeuble du Schönenviertel, un quartier majoritairement juif. Un espace modeste de 4 mètres sur 6, plafond bas, mais avec un sac de sable improvisé, une corde à sauter et assez de place pour s'entraîner. Il commence à y venir 3 fois par semaine et rencontre les habitants. Des familles juives, certaines encore employées, d'autres déjà ruinées, vivant de ce qu'elles peuvent. La peur est permanente. Combien de temps avant que tout empire encore? En novembre 1938 arrive la réponse. La nuit de cristal. Du 9 au 10 novembre, pogrom nazi organisé. Synagogues incendiées, commerces détruits, milliers de juifs arrêtés, des dizaines assassinés. Trollmann est dans sa cave d'entraînement quand tout commence. Il entend des explosions, des cris, le verre qui éclate. Il remonte en courant. La rue est un chaos. Des SA saccagent les boutiques juives à coups de batte et de marteau. Tandis que des civils allemands regardent. Certains participent, la plupart se contentent de regarder. David Goldstein accourt vers Trollmann. Il faut se cacher. Ils arrêtent tous les hommes juifs. La cave, répond Trollmann sans hésiter. Amenez tout le monde, maintenant. Pendant les 2 heures suivantes, 11 personnes se cachent dans la cave d'entraînement de Trollmann. Surtout des hommes, mais aussi 2 femmes âgées et un garçon de 8 ans. Ils se tassent dans l'obscurité, écoutant les bottes nazies au-dessus d'eux. Les SA fouillent l'immeuble, frappent aux portes, arrêtent 3 hommes juifs au 3e étage. Mais ils ne descendent pas à la cave. C'est un espace privé, loué par Trollmann, et Trollmann est arien sur ses papiers. Sinti, oui, mais pas juif. Les nazis distinguent encore, du moins pour le moment. Les 11 restent de 2 jours dans la cave, tandis que Trollmann leur apporte de l'eau et de la nourriture. Le 3e jour, la violence retombe et ils peuvent ressortir. David serre Trollmann dans ses bras. « Tu nous as sauvés. Pourquoi tu as pris ce risque ?» Trollmann répond simplement « Parce que les nazis m'ont haï en premier. Avant vous, ils nous ont haïs, nous, les Tziganes. La différence, c'est que vous pouvez parfois vous cacher en ressemblant à des Allemands. Moi, je ne peux pas cacher ce que je suis. Alors je me bats. Et si je peux vous aider à vous cacher, je le ferai. » Cette nuit-là marque le début de quelque chose de plus grand. Trollmann ne le planifie pas. Il n'y a pas de décision formelle.
mais le bruit court dans la communauté. Le boxeur Tsigan aide. Il a une cave, il connaît la ville et il peut obtenir de faux papiers grâce à ses contacts du milieu. Peu à peu, d'autres viennent à lui. Chapitre 4. Le réseau de l'underground. Le milieu berlinois des années 1930 est un écosystème complexe. Des criminels, oui, mais aussi des gens qui vivent hors de la loi nazie parce qu'ils n'ont pas le choix. Juifs interdits de commerce, communistes clandestins, homosexuels persécutés, artistes censurés, étrangers sans papier, et beaucoup de Roms. Trollman connaît ce monde intimement. Les combats clandestins l'ont relié à une toile de promoteurs illégaux, patrons de clubs, trafiquants du marché noir, faussaires. Un monde qui valorise l'habileté plus que la race, l'argent plus que l'idéologie. Max Schmeling, le célèbre boxeur allemand et ancien champion du monde poids lourd, aide indirectement. Sous pression publiquement, il sympathise en privé avec les persécutés. Il ne peut pas aider ouvertement, mais il peut créer des liens discrets. En 1938, Schmeling présente Trollman à Werner Seelenbinder, lutteur olympique et communiste clandestin, impliqué dans la résistance. Cacher des gens, transmettre des infos, petit sabotage. « Rue Kelly », lui dit Seelenbinder, « tu as accès à des lieux que nous n'avons pas, gymnase, cave, contacts criminels. Tu peux aider plus que tu ne crois. » Trollman n'est pas un militant politique. Il n'est ni communiste, ni socialiste. C'est un boxeur senti qui essaie de survivre. Mais il comprend la persécution. « De quoi tu as besoin ?» demande-t-il. L'opération commence modestement. La cave d'entraînement sert de cage temporaire à des personnes qui doivent disparaître quelques jours ou quelques semaines, le temps d'obtenir de faux papiers ou une route de fuite. 5 ou 6 personnes à l'aise, 8 serrées. Ce n'est pas idéal. Froid l'hiver, humide toute l'année. Mais invisible. Une cave d'entraînement de boxeurs. Qui soupçonnerait? Trollman impose des règles strictes. Silence absolu le jour. Déplacement seulement la nuit. Nourriture apportée après la tombée du jour. Il choisit des aliments sans cuisson. Pain, fromage, saucisson, fruits. Rien qui dégage une odeur suspecte. Le premier réfugié, longue durée, est Isidor Klein, tailleur juif de 62 ans. Boutique confisquée en 1937. Épouse morte en 1938. Enfant parti aux États-Unis. Lui n'a pas de visa. Trop vieux, disent les autorités américaines. Il reste donc à Berlin, caché. Il vit 4 mois dans la cave, de février à mai 1939. Le jour, silence total. La nuit, il aide Trollman. Réparer des vêtements de boxe, recoudre des sacs de sable, petits travaux. Un soir, Isidore demande « Pourquoi tu fais ça, rue Kelly? Tu pourrais être arrêté, exécuté. » Trollman bande ses mains avant un combat clandestin. Ma mère m'a appris quelque chose. Elle disait « Johan, le monde te haïra parce que tu es tzigane. Ne hais jamais en retour. Montre que tu es meilleur. » Alors voilà, je montre que je suis meilleur. À la mi-1939, Trollman a déjà caché 18 personnes pour des durées allant de 3 jours à 5 mois. La plupart sont juives, certaines communistes, 2 sont roms comme lui. Puis, il aide autrement, les faux papiers. Son contact s'appelle Otto Müller, faussaire travaillant dans un atelier d'impression à Kreuzberg. Il produit des Kennkarten, des cartes d'identité allemandes qui semblent authentiques. Trollman paie avec l'argent des combats clandestins. Un document coûte 500 Reichsmarks, environ 2 mois de salaire ouvrier. Trollman gagne cela en 2 ou 3 combats. Ses papiers changent tout. Samuel Rosenberg devient Stefan Richter. Sarah Cohen devient Sophia Keller.
Avec une nouvelle identité, ils peuvent se déplacer, trouver du travail, parfois quitter l'Allemagne. Mais le risque est immense. S'il est pris, aide aux ennemis de l'État, falsification, trahison raciale. La peine probable, camp de concentration, voire exécution. Chaque jour, Trollman marche sur ce fil. Le jour, boxeur connu, entraînement, combats illégaux. La nuit, sauveteur, déplacement de personnes, livraison de faux papiers, organisation de fuite. Chapitre 5. La guerre arrive. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne, début de la Seconde Guerre mondiale. Pour les Juifs d'Allemagne, tout empire. Les déportations commencent en octobre 1941. Des trains partent de Berlin vers l'Est, vers des ghettos, puis vers les camps d'extermination. Pour les Roms, c'est tout aussi mortel. En décembre 1942, Himmler ordonne la déportation de tous les Roms à Auschwitz, sans exception. Tous les Sinti et Roma sous contrôle nazi doivent être envoyés au camp. Trollman sait qu'ils viendront pour lui. Inévitable. Mais cela prend du temps. Sa notoriété le protège un peu. L'arrêté ferait parler. Les nazis préfèrent d'abord les Roms invisibles, inconnus. Mais l'étau se resserre. Des familles de son quartier disparaissent chaque semaine, arrêtées la nuit, jamais revues. En janvier 1943, sa sœur Rosa est arrêtée avec son mari et leurs 2 enfants, envoyés à Auschwitz. Trollman l'apprend 3 jours plus tard, par un Rom qui a échappé au convoi. Désolé Rukeli, Rosa est partie. Trollman ne pleure pas. Il n'en a pas le luxe. Mais quelque chose se brise en lui. Son réseau devient plus urgent, plus risqué. Il étend les cachettes. La cave ne suffit plus. Il repère un entrepôt abandonné à Friedrichshain, un appartement vide à Wedding dont le propriétaire a fui en Suisse. Et même une section d'égout près d'Alexanderplatz, accessible depuis le sous-sol d'un club. Début 1943, il cache 22 personnes simultanément dans 4 lieux différents. Il les déplace chaque semaine, change de route, livre de la nourriture 3 fois par semaine en itinéraires variés. Une logistique infernale. Et il la gère presque seul, avec l'aide occasionnelle de David Goldstein et de 2 contacts fiables. Le coup physique est brutal. Il continue à se battre pour financer l'opération, mais il est épuisé. Entraînement irrégulier, manque de sommeil. Son poids chute. De 72 à 65 kg mi-1943. Ses combats le montrent. Avant, il dominait. Maintenant, il survit. Il perd 3 combats d'affilée en mars 1943. Les promoteurs murmurent « Rukeli est fini ». Mais il a besoin d'argent. Alors il continue à se battre, encaisse, saigne, perd, mais gagne assez pour acheter du pain, payer des pots de vin, maintenir les cachettes. En avril 1943, la Gestapo commence à soupçonner, pas forcément le réseau, mais une évidence. Trollman est encore libre à Berlin, alors que les Roms doivent être déportés. 2 agents viennent chez lui le 18 avril. « Herr Trollman, votre nom est sur la liste de déportation. Pourquoi ne vous êtes-vous pas présenté ?» Il a sa réponse. « J'ai une exemption. Travail essentiel. Divertissement public. » Il montre des documents, partiellement falsifiés par Otto Müller, le classant comme indispensable. Les agents examinent. Tout semble authentique. Ces papiers expirent en juin. Il faudra les renouveler. Bien sûr. Ils partent. Trollman comprend. Il vient seulement de gagner du temps. 2 mois, 3 au mieux. Ensuite, ils reviendront. Il prend une décision. Évacuer. Les 22 personnes doivent Galinroif quitter ces lieux pour des endroits plus sûrs, hors de sa portée. Il contacte d'autres cellules via Seelenbinder, organise des transferts prudents. En juin 1943,
19 personnes sont passées à d'autres réseaux. Il n'en reste que 3 dans la cave. Isidore Klein, revenu après une tentative de fuite ratée, et un jeune couple, Anna et Felix Bernstein. Le 2 juin 1943, la Gestapo arrête Trollmann. Chapitre 6. Neuengamme. L'arrestation est administrative. 2 agents. Johann Trollmann, vous êtes en état d'arrestation pour évitement de déportation et violation des lois raciales. Il ne parle pas de juifs cachés, ni de résistance. Simplement, tu es tzigane, tu devrais être déporté. Et tu ne l'es pas. On l'emmène au siège de la Gestapo, Prinz Albrechtstraße. 6 heures d'interrogatoire, ses déplacements, ses contacts, son argent, où il travaille, avec qui il traîne. Il ne mentionne pas les caves. Soit ils ignorent, soit ils s'en moquent. Pour eux, Trollmann n'est qu'un Rome à traiter. Le 10 juin 1943, il est déporté à Neuengamme, camp près de Hambourg, matricule 23 467, classé Schutzhäftling, détention de protection. Triangle brun des Roms. Neuengamme est un camp de travail. 12 heures par jour dans une briqueterie, ration minuscule, punition pour des broutilles, mortalité élevée. Trollmann est affecté au commando des briques. Porter des briques brûlantes, empiler, transporter. Ses mains, qui ont remporté des titres, saignent à force de charge. Pourtant, sa réputation le suit. Les SS savent. Le boxeur tzigane. Certains le détestent, d'autres sont curieux. En août 1943, le Hauptscharführer Hans Koch, SS amateur de boxe, organise des combats de prisonniers pour divertir les gardes. Trollmann doit être l'attraction. Choix, se battre ou retourner au commando des briques avec double charge de travail. Il se bat. Ce n'est pas un choix, c'est une contrainte. Premier combat. Contre un Polonais, ancien amateur. Trollmann gagne en 3 rounds, mais il est affaibli. Sa vitesse a diminué, ses coups manquent un peu de puissance. Les gardes applaudissent. Il devient gladiateur régulier, un combat toutes les 2 semaines. Des adversaires variés, polonais, soviétiques, français, certains boxeurs, d'autres non. Il gagne ses 8 premiers combats. Les gardes, pas rien. Pendant un temps, il reçoit des rations supplémentaires, pain, parfois un peu de saucisson, pour qu'il continue à gagner. Mais le prix est terrible. Pas de règles, pas de gants, pas de limite, pas d'arbitre pour arrêter si quelqu'un est brisé. En décembre 1943, on le met contre un prisonnier soviétique, ancien champion poids lourd de Géorgie. 90 kilos contre 60. Un déséquilibre obscène. 7 rounds de violence. Le soviétique le frappe sans pitié. Trollmann survit grâce à la technique, esquive, contre quand il peut. Au 7e, il ne tient presque plus debout. Les gardes arrêtent enfin. Première défaite. Koch est furieux. Il a perdu de l'argent. Punition. Retour aux briques. Ration réduite. Janvier et février 1944. Trollmann s'effondre. 55 kilos, dysenterie, infections aux mains. Mais il continue. Chaque matin, appel, travail, retour à la baraque, effondrement, recommencer. Ce qui le tient. Une pensée simple, ceux qui l'a caché ont survécu. Isidore, Anna et Félix, les 19 transférés. S'il meurt pour en sauver ne serait-ce qu'un, cela valait la peine. En mars 1944, il est transféré à Wittenberge, sous camp de Neuengamme, dans une usine de munitions. Conditions un peu meilleures, ration un peu plus grande. Il se stabilise temporairement. Chapitre 7. Le dernier round à Wittenberge, Trollmann survit. Il installe des fusées sur des obus d'artillerie, travail dangereux. Une erreur peut exploser. Plusieurs prisonniers meurent pendant ces équipes. Mais c'est à l'intérieur
protégé du froid, et les rations sont légèrement meilleures. Il remonte à 60 kg en avril 1944. Parmi les prisonniers, Emil Cornelius, communiste allemand arrêté en 1937, connaît Seelenbinder. Un soir, il murmure « Rukeli ». Seelenbinder a été exécuté en octobre 1944. La Gestapo a découvert sa cellule. Trollmann encaisse comme un coup au ventre. Seelenbinder était un lien clé. Et un ami. « Est-ce qu'ils ont parlé de moi ?» demande-t-il. Cornelius secoue la tête. « Si oui, tu serais déjà mort. Donc il n'a probablement rien dit. » C'est logique. Si la Gestapo avait découvert le réseau de sauvetage, Trollmann aurait été exécuté sur le champ. Le fait qu'il soit encore vivant, dans un camp mais vivant, signifie que son secret tient encore. Cette idée le maintient. Décembre 1944, la guerre tourne contre l'Allemagne. Les Alliés avancent à l'ouest, les Soviétiques à l'est. Berlin est bombardé, la défaite est inévitable. Les SS à Wittenberg deviennent plus brutaux. Certains veulent effacer des traces, exécuter des prisonniers, brûler des documents. Le 9 février 1945, le Hauptscharführer Wilhelm Ohlensdorf, SS connu pour sa cruauté, convoque Trollmann. « Tzigane, j'ai entendu dire que tu étais un boxeur célèbre. J'ai du mal à le croire. Tu ressembles à un squelette. » Trollmann se tait. Répondre, c'est attirer la punition. « Je veux voir si c'est vrai. Demain, tu te battras contre le capot du bloc 7. Le capot du bloc 7 s'appelle Heinrich Gross, criminel allemand promu surveillant, brutal, haï et immense, 1,90 m, 100 kg. Combat prévu le 10 février après-midi, dans la cour de l'usine. Ce n'est pas un spectacle, c'est une exécution déguisée. Trollmann sait qu'il ne peut pas gagner. 60 kilos contre 100, affamé contre bien nourri. Mais il n'a pas le choix. À 15 heures, sans gants, sans règles, le combat commence. Les SS et les capos forment un cercle. Les prisonniers sont forcés de regarder. Gross attaque comme une bête. Ce n'est pas de la boxe, c'est de la violence brute. Il frappe au visage, au ventre, au rein. Trollmann tente d'esquiver, d'utiliser la technique, mais son corps ne répond plus comme avant. Au bout de 2 minutes, il saigne du nez et de la bouche. Au bout de 5, il tient à peine debout. Gross le matraque à la tête. Les prisonniers regardent, horrifiés. Certains pleurent. Ce n'est pas un combat, c'est un meurtre. Emil Cornelius crie « Arrêtez, vous le tuez !» Il est frappé à la crosse pour sa protestation. Au bout de 7 minutes, Trollmann s'écroule et ne se relève plus. Gross lui assène encore 2 coups de pied dans les côtes avant de reculer. Les gardes traînent Trollmann à l'infirmerie, où il n'y a pas de soins réels, seulement un médecin prisonnier et presque rien. Traumatisme crânien sévère, côte cassée, hémorragie interne probable, sans traitement. Quelques jours, peut-être une semaine, dit-il. Trollmann reste 3 jours sur une paillasse. Il ne reprend jamais vraiment conscience. Il murmure en romani des noms. Rosa, sa sœur. Mina, sa mère. Rachel, la sœur de David Goldstein. Cornelius s'assoit près de lui quand il le peut. Rukeli, tiens bon. La guerre se termine. Les Alliés sont proches. Juste quelques jours. Mais Trollmann ne l'entend plus. Johann Trollmann meurt le 13 février 1945 à 11h20 à l'infirmerie de Wittenberg. 37 ans. Ancien champion de boxe. Sinti, sauveteur. Son corps est incinéré dans le crématoire du camp. Ses cendres dispersées avec celles d'autres prisonniers. Pas de tombe. Pas de marque. Wittenberg est libéré par les troupes soviétiques le 2 mai 1945
11 semaines après sa mort. S'il avait tenu 11 semaines de plus, il aurait été libre. Épilogue. Les vies qu'il a sauvées. Pendant des décennies, l'histoire de Johan Trollman est oubliée. Il est tzigane, appartenant à un groupe dont le génocide a reçu peu d'attention après-guerre. Peu de procès, peu de réparations, peu de mémoire publique. Il disparaît de l'histoire. Seuls quelques passionnés de boxe se souviennent vaguement. Le tzigane qui avait gagné le titre, puis on le lui a retiré. Il est mort pendant la guerre, je crois. Mais ceux qu'il a cachés, eux, ont survécu et se sont souvenus. Isidor Klein survit en restant caché à Berlin jusqu'en mai 1945. À 68 ans, il émigre aux États-Unis en 1946 et retrouve ses enfants à New York. Il meurt en 1962, après avoir écrit un court mémoire où il consacre un chapitre entier à Trollman, le boxeur tzigane qui a tout risqué pour me sauver. Hanna et Félix Bernstein survivent aussi. Transférés du réseau de Trollman à une autre cellule en juin 1943, ils se cachent dans une ferme du Brandebourg jusqu'à la libération. Ils émigrent en Palestine en 1946, ont 2 enfants et 5 petits-enfants. En 1978, ils témoignent à Yad Vashem « Il nous a sauvés. Sans lui, nous serions morts en 1943. » David Goldstein survit grâce aux faux papiers fournis par Trollman. Il vit à Berlin sous une identité aryenne, Stefan Dietrich. Travaille comme ouvrier, survit aux bombardements et aux contrôles. Est libéré en mai 1945. Puis émigre en Israël en 1948. Il devient professeur. Il n'oublie jamais Trollman. En 1992, David, âgé de 76 ans, lance une campagne pour faire reconnaître Trollman. Il contacte Yad Vashem, apporte des témoignages, retrouve d'autres survivants. L'enquête dure 5 ans. Yad Vashem établit que Trollman a caché directement 22 personnes, fourni des faux papiers à 17 autres et facilité la fuite d'au moins 20 personnes supplémentaires via ses réseaux. Total minimal. 59 vies sauvées. Le 18 mars 1998, Johan Trollman est reconnu à titre posthume comme juste parmi les nations par Yad Vashem, l'un des rares Roms ainsi honorés. Elena, la sœur survivante de Trollman, qui a échappé à la déportation en se cachant en Bavière, assiste à la cérémonie. Elle a 84 ans. « Mon frère était boxeur », dit-elle. Mais son combat le plus important n'a pas eu lieu sur le ring. Il a combattu les nazis. Et il a gagné parce que ceux qu'il a sauvés ont vécu, ont eu des enfants. Ses enfants ont eu des enfants. Johan est mort, mais sa victoire vit dans chacun de ses descendants. En 2003, des chercheurs estiment qu'environ 200 personnes vivantes sont descendantes directes de réfugiés sauvés par Trollman. En 2010, un monument est érigé à Hanovre. Une statue de bronze de Trollman en garde, avec une plaque. Johan Trollman, 1907 à 1945. Champion de boxe, victime du nazisme, sauveteur de vie. En 2013, une biographie paraît en Allemagne. Rukeli, le boxeur tzigane qui a défié les nazis. Succès majeur, traduit en 12 langues. En 2016, un documentaire intitulé « Le danseur du ring » remporte un prix au Festival de Berlin. L'histoire de Trollman est enfin connue, pas seulement comme celle d'un champion humilié, mais comme celle d'un homme qui a utilisé sa célébrité, ses contacts et son courage pour sauver des vies. Les nazis n'ont jamais découvert qu'un boxeur cachait des juifs dans les sous-sols de Berlin. L'opération est restée secrète durant la guerre et les réfugiés ont survécu. Et Johan Trollman, le tzigane que les nazis ont haï,
humilié et assassiné, a gagné son combat le plus important. 59 vies sauvées et des centaines de descendants vivants. Comme David Goldstein l'écrit en 2005, 2 ans avant sa mort. Les nazis ont retiré à Trollmann son titre. Ils l'ont envoyé en camp. Ils l'ont assassiné. Mais ils n'ont pas pu lui retirer son humanité. Ils n'ont pas pu effacer son héritage. Chaque vie qu'il a sauvée est une victoire sur eux. Chaque descendant est un coup de poing au visage de l'idéologie nazie. Rukeli a perdu beaucoup de combats à la fin, mais il a gagné la guerre. Johann Trollmann, champion de boxe, Sinti, sauveteur, héros.